Là, ça va être la possibilité de cet atelier-là, déjà de se positionner sur vos sols. On va faire un petit peu l'inventaire de cette parcelle, de ce qui s'est passé, de ce qui peut éventuellement continuer à se passer dans cette parcelle-là. La première chose que je vois dans ce profil-là, c'est l'épaisseur du sol. Vous voyez, on arrive quasiment largement à 1,20 m. 1,20 m d'épaisseur, ça veut dire qu'en réserve facilement utilisable, on peut estimer que ça pourrait nous faire un potentiel de 250 mm. Qu'on n'a pas pour l'instant, parce qu'on n'arrive pas à aller au niveau de l'enracinement, à ce niveau-là. Mais on a un potentiel, disons, de réserve et de fonctionnement. Et c'est un petit peu ça, en situation extrêmement aléatoire au niveau climatique. Alors on peut dire sec, mais moi je préfère le mot aléatoire. Parce que bien, on peut se retrouver avec des trompes d'eau conséquentes et puis on peut se retrouver avec des périodes. Et donc il faut que le sol il soit calibré pour être le meilleur réservoir et qu'on ait en même temps une organisation et des plantes qui permettent de valoriser au mieux ce réservoir. Mais très rapidement, en laissant un peu de matière organique en surface, on va changer un petit peu l'état. Mais ça va être le premier investissement et le premier changement conséquent. Ça fait que, moi j'appelle souvent ça le coussin de sécurité. Ça fait que le sol va être moins battant, ça va être plus facile à semer, ça va mieux se refaire et on a de la fertilité qui s'est rapprochée de la zone de semis. Alors la première chose qui a été faite ici, c'est de remonter le niveau organique de la parcelle, en laissant un petit peu de matière organique en surface, un petit peu, en laissant tous les ans, eh bien on a rendu la surface beaucoup plus organique. Et ça, c'est quelque chose qui est très mécanique en fait, sans augmenter la quantité de matière organique, mais en déposant la matière organique à la surface du sol, progressivement, on va créer une zone qui est plus organique et qui est beaucoup plus facile à semer, beaucoup plus facile à travailler, qui enlève un petit peu les défauts que l'on peut avoir du sol classique, et qui, lui, arrive à se structurer si on l'ouvre un petit peu à l'automne. Mais vous voyez que entre le côté angulaire que j'ai là, et on va arriver à faire un peu une structure, mais le côté un peu rond que l'on a ici, c'est deux organisations structurales complètement différentes, et ça, c'est la matière organique qui vous apporte ça. Normalement, au bout d'un certain nombre d'années, ça ne va pas continuer de monter, parce que l'activité biologique et surtout l'activité anécique et les vers de terre va commencer à travailler le sol pour faire descendre cette matière organique en profondeur. On commence à la voir ici, je ne sais pas si certains, vous voyez la galerie? Ici, là. Donc là, on a une galerie de vers de terre, on en a une autre ici, on en a une autre ici, on en a une autre ici, une autre ici, et vous voyez que la galerie elle a un aspect un petit peu sombre, un petit peu noir. Et en fait, c'est eux qui sont en train de descendre de la matière organique dans l'ensemble de la matrice du sol. Et en fait, la plante va plutôt choisir la galerie de vers de terre, et la galerie de vers de terre, c'est l'intestin du sol. Et en fait, le sol fonctionne un petit peu comme un polygastrique. La rumination se fait à la surface. C'est là qu'on va voir les limaces, les carabes, les micro-arthropodes et tout ça qui brassent un peu cette matière organique, qui font les petites boulettes qu'on a vues là. Et ensuite, cette matière organique va être progressivement entraînée. Il y en a une autre qui est déposée par les vers de terre et par les racines. Et donc les racines choisissent souvent de descendre dans la galerie de vers de terre parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile. C'est la zone d'échange. Mais en fait, cette parcelle-là, on a bien travaillé la surface. Donc ça, c'est déjà gagné au niveau de la surface. Il ne faut surtout pas mettre ça au fond parce que là, on le regrettera pendant trop longtemps. On a une zone intermédiaire parce qu'il y a sûrement eu de la remontée de travail progressif dans cette parcelle-là. On a une zone intermédiaire qui est un petit peu massique, qui n'est pas favorable. Alors, on peut arriver à vivre avec, mais ce n'est pas l'idéal. Et là, on est loin d'un sol qui fonctionne bien, de manière idéale. Par contre, on commence à avoir quelques galeries. Alors, on en a, vous
Voilà, comme ici. On en a là peut-être 10, 15, 20 par mètre carré. On a quelques galeries qui commencent à descendre en profondeur et des racines qui commencent à s'engouffrer là-dedans et qui commencent à descendre aussi un petit peu à côté. Donc ça, c'est un grand progrès parce qu'en fait, ces galeries-là, je peux affirmer qu'elles n'étaient pas existantes voilà 10 ans dans la parcelle. Parce qu'en fait, s'il y avait eu une colonisation avec ces lombriciens-là, voilà une dizaine d'années, ben on aurait des galeries rebouchées et on aurait des traînées noires qui seraient présentes un petit peu partout. On ne les a pas. Donc là, on est en train de coloniser le fond et d'utiliser le sol beaucoup plus dans son espace, bien qu'il ne soit pas encore dans un état de fonctionnement exceptionnel. Mais on ne peut pas transiter, il n'y a pas de baguette magique. Hein. J'ai voulu être assez clair avec vous ce matin, il n'y a pas de baguette magique, il va falloir s'y tenir, c'est tout. Hein. Mais là, c'est déjà énorme, ça c'est bon, ça c'est pas très bon. Aujourd'hui, un sol labouré serait presque mieux. Mais comme le dessous est bon, ou commence à être meilleur, bah ça commence à être plus fonctionnel. On a passé le gué dans mon jargon, c'est-à-dire qu'on est déjà sur la pente ascendante de l'autre côté, et en fait on va pouvoir continuer à monter progressivement, parce que lorsqu'on aura multiplié par 2 ces galeries, on gérera beaucoup mieux l'eau, on gérera mieux la fertilité, les plantes sont moins sensibles à la sécheresse, on réussira peut-être mieux les couverts et les choses vont commencer à s'engrainer positivement, mais le pas de temps pour du sol, c'est pas l'année, c'est pas 5 ans, on parle de génération d'agriculteurs. Il faut qu'on sorte d'une agriculture où on avait un outil. On a des adventices qui nous embêtent, et là soit on bine, soit on traite. On a un outil simple. On a un problème de structure, on vient chercher du travail du sol et ça règle. On est dans un système très boum boum. Et là, on va essayer d'être plus global. Et l'outil le plus performant, c'est l'outil plante. La partie de couvert ou la masse, c'est-à-dire de végétal, va nourrir l'activité biologique. On est contraint de produire, de capter de la photosynthèse pour nourrir cette activité biologique-là. Et plus on aura de photosynthèse pour la nourrir, bien plus on sera capable de leur permettre de travailler. Et ensuite, ben, c'est d'associer les types de plantes. Je n'ai pas une plante magique, encore une fois, mais je préfère mettre plusieurs plantes ensemble, parce que c'est l'association de plusieurs racines qui apportera un bien meilleur tout que la racine exceptionnelle. Alors une plante pourrait faire un travail assez exceptionnel rapidement, de restructuration et de gagner du temps dans un sol comme ça. C'est des légumineuses pérennes, style luzerne, sainfoin. Et si on pouvait intégrer dans la rotation une légumineuse pérenne pendant 2 ans, on gagnerait énormément de temps. Et la force de la luzerne, c'est d'aller chercher l'eau profonde en été et d'avoir un certain niveau d'autonomie en azote. Donc en fait, s'il manque un petit peu de fertilité, c'est en rajouter en plus dans le système. Par contre, si un jour vous faites ça, vaut mieux être en élevage ou partager ça avec un éleveur. Ne faites pas de la luzerne et exportez le fourrage, parce qu'en fait, vous aurez peut-être l'avantage structure, mais vous exportez le carbone, l'azote et la fertilité hors de votre parcelle, donc le gain organique ne sera pas là. Et si on veut être le plus performant, il faudra essayer d'aller chercher le gain organique. Ça peut être aussi, dans certains cas où on est un petit peu enseveli dans des problèmes de désherbage, de positionner une parcelle en système, on la met en écart un petit peu, on fauche pendant une année, ce qui va avoir énormément d'impact sur la gestion du salissement en tant que tel. Et après, on peut revenir sur une portion, une section plus céréalière qui sera performant. La difficulté là-dedans, c'est l'analyse économique. Et dans l'analyse économique, c'est comment on considère l'amélioration du sol. Quel chiffrage on lui donne. Un sol qui marche mieux, qui me permet de faire du non-labour, qui gère mieux l'eau, qui demain me permettra un gain de rendement. Comment je l'analyse, comment je l'intègre. Et c'est très compliqué. Et c'est plus regarder l'exploitation comme un système
Et c'est la force du système qui est beaucoup plus importante que les éléments pris individuellement. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques données, par exemple sur le colza associé, dans lequel on glisse une légumineuse. Ça pourrait être le cas et ça pourrait être le moyen d'introduire des luzernes et des sainfoins là, dans ces rotations-là. En fait, il y a le rendement du colza. Généralement, il est très peu impacté par la légumineuse qu'on installe. Par contre, après, on a une interculture qui est très profitable sans avoir à semer un couvert, parce que le couvert est déjà installé sous la culture. Et ensuite, le blé qui vient derrière, c'est beaucoup plus facile de le semer en direct parce qu'on est déjà sur un couvert qui est déjà dominant. Et ensuite, les mesures qu'on commence à avoir, c'est qu'on peut arriver à économiser 50 unités d'azote sur la céréale tout en ayant un petit gain de rendement et surtout un gain en protéines, un point en protéines. Et on s'aperçoit encore sur les mesures qu'on en a aujourd'hui d'un gain sur l'orge qui suit encore. Donc gagner un petit peu sur les deux cultures en ayant sacrifié un petit peu un moment, il faut qu'on devienne un peu plus malin dans la manière dont on aborde l'économie d'une exploitation. Et la marge brute, je suis désolé, est qu'un repère. Ce n'est pas un pilier de l'analyse économique. C'est qu'un repère. À partir du moment où on va rentrer la mécanisation, qu'on va rentrer la main-d'œuvre, ben on va parler plus marge directe. Puis après, il faut arriver à regarder l'ensemble et d'avoir une stratégie globale au niveau de l'exploitation. La question, c'est à quel moment il faut détruire le couvert que l'on a là. La stratégie va être un petit peu compliquée parce que plus je garde le couvert, plus il m'apporte davantage. Et là, je sais que j'ai un couvert qui est là. Plus je vais m'approcher du semis, du sorgho et du tournesol, plus le couvert va se développer. Souvent, on met en avant la gestion de l'eau. Si on laisse le sol nu, et qu'on le travaille, il va perdre des quantités d'eau importantes. Et en fait, si je veux être dans une approche raisonnable, la consommation d'eau nette, c'est-à-dire évaporation d'un sol nu contre transpiration des cultures, elle est globalement à la saison du printemps, voire l'automne, d'environ 10 mm par tonne de matière sèche. La consommation nette, elle est beaucoup moins importante que ce que l'on imagine. Parce qu'un sol nu va perdre énormément d'eau. Et dès que vous allez le travailler, vous allez perdre encore plus d'eau. Peut-être pas autant qu'avec le couvert, mais ça se rapproche. Donc ce n'est pas sur l'eau que ça va se jouer. Plus on poussera le couvert loin, plus on ira enrichir notre ferme en azote, mais qui sera accroché à du carbone, et on n'aura aucune azote disponible au moment de l'installation de la culture. Je serais plutôt favorable à pousser le couvert le plus loin pour faire de la biomasse, faire de la structure, faire de la racine, mais on va être contraint d'avoir un peu de localisation, de fertilisation au démarrage pour faire démarrer l'affaire. On va être contraint de ça. Et plus on voudra pousser le couvert loin, plus il faudra accompagner la culture au démarrage. Et c'est pas mettre plus d'engrais, mais c'est de le mettre différemment. Et c'est le piège, on pourrait se retrouver avec une veste. Moi j'ai vu des vestes, 200 kg d'azote dans la veste. Vous dites, c'est royal pour cette année. Ben, il n'y en a déjà qu'un tiers qui sera donné pendant la culture. Et au démarrage, vous avez 0. Et donc souvent, on dit qu'il faut éliminer le couvert plutôt par rapport à l'eau. C'est souvent le manque de fertilité. Ça ne fait pas autant d'économie qu'on l'a dit. Mais ce n'est pas l'économie qui est le plus important. On est déjà très économe dans les interventions. Mais avant tout, il faut réussir la culture. Avant tout, il faut réussir la culture. Et quitte à mettre un petit coup d'engrais, quitte à mettre un petit passage supplémentaire très minutieux, mais qui permet de réussir la culture, ben là on a tout gagné. Parce que la première source de carbone et d'énergie pour l'activité biologique, avant le couvert, c'est la culture. C'est la culture. Ce matin, j'ai dit il faut intensifier la photosynthèse, on n'a pas le choix. Ben, il faut qu'on ait des cultures qui soient performantes. C'est la première. Et plus on aura des cultures performantes, plus on construit des sols performants. Le couvert n'est que le complément du système, n'est que le complément qu'apporte la diversité. Après, il y a plein de stratégies qui sont intéressantes et certainement une stratégie à regarder ici parce que
votre problème c'est la température, mais votre plus gros problème c'est le vent. Et l'évaporation est plus due par le vent que par la température. Et je pense que la première stratégie que j'aurai dans votre climat, c'est d'abord la gestion des chaumes. Je pourrais vous montrer, mais on l'a publié sur la revue, c'est qu'on a eu un essai qui a été fait en Loire-Atlantique cette année. Ils ont pris 8 mm en juillet et 8 mm en août. On était en situation extrêmement sèche. La différence de hauteur de chaume dans l'installation du couvert faisait qu'on avait une moutarde qui était, allez j'exagère un peu, mais haute comme ça et quasiment en graines fin septembre. Et avec des chaumes hauts, on avait une moutarde qui était 4 fois plus en biomasse et qui était à peine en graines, c'est-à-dire comme ça, et encore en fleurs. Et la différence, c'était la gestion du chaume, la gestion de l'hauteur du chaume. C'était le même semoir, le même champ. Hein. La gestion du chaume a eu une importance énorme. Donc c'est le système qui est plus fort. Le désherbant, comme le travail du sol, il doit venir dans le système que pour te donner un petit coup de main quand ça dérape et te guider ou le parachute quand ça dérape. Mais le désherbant ne doit pas être le pilier du système. On doit monter le système pour en avoir le moins besoin, voire ne pas en avoir besoin au moment de l'installation. Et plus on est en semi-direct, plus c'est le précédent cultural ou le double précédent cultural qui conditionne la qualité de l'environnement dans lequel on met la culture. Et si on veut avoir la fertilité disponible, avoir les résidus qui ne gênent pas, ou pas les résidus, avoir les ravageurs qui n'embêtent pas, et avoir éventuellement des repousses qui servent de plan de campagne, eh bien le précédent que l'on va mettre devant la culture qu'on installe, c'est hyper stratégique. Donc ça demande de revoir les rotations. C'est pas que de la simplification de travail de sol. Et cette réflexion rotation est un outil énorme et met bien en avant la dimension système.